Paul, puis moi, voilà, comme dans l'ordre alphabétique, comme c'est marqué sur le programme. Voilà, de toute façon. Sinon, on va se faire des politesses inutiles. Oui, allez. Nous sommes que tous les trois. Oui, on est trois, déjà, c'est beaucoup. Voilà, parce que... Bon, je trouve que Yorgos a fait une intervention qui valait vraiment la conclusion et la synthèse de ce... Si, je pense. La synthèse de ce colloque. Je crois qu'on a passé 2 journées assez remarquables. Et j'espère qu'on pourra continuer à parler, dialoguer, même avec des neuroscientifiques. J'espère qu'on pourra surtout continuer à le faire. Il y a quelque chose qui, au niveau de la plasticité dont parlait Jessica Tran, au bout de 2 jours de congrès, on a les neurones qui sont complètement liquéfiés. Je ne sais pas vous, mais moi, vraiment liquéfié. Et donc, il doit bien y avoir quelque chose dans cette idée-là. Bon, bref. Juste un mot, bien sûr, pour remercier tous ceux qui sont venus et tous ceux qui ont organisé ce travail, et ceux qui sont sur les écrans, ceux qu'on ne voit pas mais qui nous voient. Un petit mot pour Céline, évidemment, tous très déçus qu'elle n'ait pas pu être avec nous, parce qu'elle a fait un travail assez remarquable. Je voudrais juste vous dire un mot du grand remplacement. Non, mais ne vous inquiétez pas. Je parlais du possible grand remplacement des psychiatres par les psychologues, notamment en ce qui concerne la psychanalyse. Car il y aura pour l'instant de moins en moins de psychiatres qui se forment à la psychanalyse. On peut espérer le contraire, on l'espère, mais pour l'instant c'est quand même ce qui est en train de se passer. Et on peut espérer que les psychologues vont vont continuer et reprendre le flambeau, à moins d'un miracle évidemment, mais il faut toujours croire un peu à quelque chose. Donc là, il y a une inquiétude qui est profonde, comme vous le savez, et comment va être diffusée la psychanalyse, qu'il est déjà considérablement même si elle est un peu refoulée sur le plan médiatique, scientifique, etc., mais elle est très diffusée dans la population, dans la société. Comment les nouveaux psychanalystes vont être formés, par qui ils vont être formés? Ça, ce sont des questions très importantes. Ce sont des questions que se posent nos associations réciproques, à la LIM, dans d'autres associations, à l'espace analytique. Toutes ces questions sont très importantes et j'espère que, que nous pourrons faire encore longtemps des congrès de cette teneur, de cette qualité, des interventions brillantes. Et je dois dire que, c'est vrai que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Moi, à chaque fois que je fais une intervention dans un congrès, j'en apprends 10 fois plus que ce que j'ai pu dire dans le quart d'heure où je parle. Et j'espère que ça a été pour vous aussi intense et aussi important. Voilà ce que je voulais vous dire. Puisqu'on me donne la parole, je la prends volontiers pour dire à quel point, en effet, je reprends ce que vient de dire Hervé Granier, les travaux de ces 2 jours ont été d'une très grande qualité. Alors, non seulement sur le plan du contenu, bien sûr, et des interventions, je dirais même surtout des interventions, en ce sens que, précisément, elles ont été le reflet de ce que peut être, de ce que pourrait être ce fameux dialogue. Autrement dit, ce qui m'impressionne beaucoup dans ce type de colloque,
étymologiquement important quand même, c'est précisément qu'il y ait du dialogue, d'une part, mais au-delà de ça, je dirais, à travers tout ça, et à travers tout ce qui a été dit ces 2 jours, une formule me vient en tête que je vous livre et qui servira de conclusion pour moi. Peut-être aussi pour vous, espérons-le. À savoir que, alors que dans bon nombre de congrès, on apprend beaucoup de choses, et on apprend même des découvertes, on va dire comme ça, séduisantes, mais finalement, il n'en reste pas grand-chose, du moins en termes de dialogue, justement, puisque ça s'impose. Vous savez, ces congrès où il y a des tribunes avec des professionnels qui sont des maîtres. Et ce discours-là, finalement, réduit son auditoire aux élèves. Bien sûr, c'est important d'être élève et d'apprendre, comme vient de dire Hervé. Mais en fait, on apprend plus en sens inverse. Ce sont les maîtres qui apprennent des élèves le plus souvent et qui grandissent. Je parle comme ça parce que mon père était maître. Et c'est ainsi que j'ai compris comment le maître était plus enseigné par ses élèves que l'inverse. Quoique, ça joue dans les 2 sens. Nous y voilà, ça joue dans les 2 sens. Et ma formule, donc, est la suivante. Ma formule. Oui, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Savoir que ce que l'on apprend en tant qu'objet de savoir, objet X, quel qu'il soit. Et là, aujourd'hui et hier, on a beaucoup parlé de l'objet neuroscientifique en particulier, dont on ne sait pas quoi faire, une sorte de patate chaude, là, vous savez. Et pourtant qui nous fascine. Je pense, je fais un petit retour en arrière encore, je pense à mes études, mes propres études, du temps où on était en neurologie, par exemple, et où on disait, par exemple, pour un patient hystérique, aux cheveux longs des époques des années 70, 60 même avant, 68, on va y venir, le neurologue en question, chef de service, disait envoyez-le à la coupe psychiatrique pour parler de quelqu'un qui n'était pas un vrai patient pour lui, puisqu'il n'y avait rien de neurologique, organique, biologique. Donc il avait compris que c'était psychiatrique, mais vous voyez un petit peu le discours. Et ce discours-là, on l'a retrouvé, je m'excuse, je fais cette petite excursion, mais je vais revenir, ne vous inquiétez pas. On le retrouvait dans tout le savoir neurologique brillantissime qui nous était enseigné, au mépris de tout ce qui était du psychiatrique, neuropsychiatre. C'est pour ça que j'en parle comme ça. Au mépris donc de tout ce qu'on pouvait sentir, ressentir en psychiatrie, avec les patients qui vous absorbaient dans leur délire, etc. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai fait, entre guillemets, bien sûr, mais réellement quand même, au boulevard Saint-Michel, le mai 68, le fameux mai 68, on a crié à séparation de la neurologie et de la psychiatrie. N'en déplaise à ceux qui aujourd'hui voudraient qu'on y revienne, mais on a véritablement milité, j'étais au ministère pour ça d'ailleurs, à cette époque c'était Edgar Faure, et on a milité pour la séparation qui a donc bien eu lieu en 70, 71 très exactement, le décret a été publié. Séparation de la neurologie et de la psychiatrie, parce que la neurologie prenait toute la vitrine, prenait toute la lumière. La psychiatrie était vraiment derrière. Et c'est à partir de là, et grâce aux travaux de Lacan, que quand même, surtout Lacan, que quand même la psychiatrie a pris son essor et que nous avons eu les grands maîtres que nous connaissons. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'avec justement cette reconnaissance, ou on va dire renaissance de la psychiatrie, on a vu apparaître quelque chose de nouveau.
on a vu apparaître quelque chose de l'ordre du sujet, justement. Et ma formule, donc, est la suivante. Si on en reste à la découverte en tant qu'objet OX, référé à la réalité du moment, à savoir, par exemple, j'en étais à la neurologie, aux neurosciences aujourd'hui, référé à un savoir objectivé et seulement objectivable. On reste dans le haut, dans une réalité qui ne voit que le haut, ça n'avance pas. Et on n'aura jamais aucun dialogue possible. À l'inverse, si on dit, ou du moins si on se représente, que l'objet X en question ne prend toute sa valeur de transmission et de dialogue, donc, dans la mesure où il est mis en rapport entre une réalité, certes, toujours, c'est-à-dire la recherche, etc., comme le disait Turin, en rapport avec ce qu'on va appeler le sujet de langage, c'est-à-dire le sujet qui perçoit, qui ressent et qui fait de cet objet quelque chose qui peut être transmis, qui peut être, qui peut devenir véritablement un dialogue. Alors voilà, tout ce que j'ai retenu de ce congrès, c'est qu'il n'y aura de dialogue que si on s'écoute les uns les autres, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, par rapport aux patients. Voilà. Merci encore à tous et aux organisateurs que nous avons été ensemble, mais surtout au CRPMS qui nous a accueillis dans des conditions formidables, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, à bientôt pour un nouveau colloque. Bien, mais quelques mots. D'abord, je trouve que c'était un colloque particulièrement réussi, ne serait-ce que pour une chose, c'est qu'il n'a, certes, il a constitué un lieu de dialogue, mais il n'a pas constitué un lieu d'unification. C'est vrai qu'on a généralement ça dans beaucoup de colloques. Je trouvais que c'était tout à fait important. Deuxièmement, à la suite de ce qui vient d'être dit, je voudrais juste quand même préciser que ce colloque ne doit pas être, et je pense que les dernières tables rondes l'ont montré, il ne doit pas être le colloque d'une nostalgie d'une époque révolue. Pourquoi? Parce que cette époque, elle a duré 30 ans. Elle n'a pas été unifiée. Ça a été vraiment une période de l'après-guerre qui s'est très vite délitée. C'est une période très courte. Ce sont les objets, les agencements de ces trois domaines ne sont pas tout à fait les mêmes et je ne pense pas qu'on ait à les unifier. Et il faut le rappeler, Lacan n'était pas dupe face à ce moment heureux où la psychanalyse avait l'impression d'inspirer toute la psychiatrie. Quand Lacan, toutes les fois où il est intervenu, je le rappelle à chaque fois, c'était l'objet d'un des grands dialogues avec mon ami Marcel Cermak, qui malheureusement nous manque aujourd'hui, c'est quand même Lacan, à chaque fois qu'il s'est adressé aux psychiatres, conseillait aux psychiatres de lire l'histoire de la folie de Foucault, à chaque fois, pas une fois ça n'a manqué. Chaque fois qu'il s'adressait aux jeunes psychiatres et aux psychiatres, il leur disait qu'ils s'occupaient trop de leur propre analyse et qu'ils devraient s'occuper un peu plus de leurs patients et de la folie. Donc voilà, il y a eu quelque chose dans ces noces heureuses d'une illusion justement unifiante qui n'a jamais existé. Voilà. Alors ça c'est un point tout à fait essentiel. Foucault, qu'est-ce que Foucault a montré et qui nous paraît tout à fait essentiel? Pour Foucault, avec la psychiatrie moderne, avec Pinel, c'est l'instauration d'un nouveau savoir qui permet un nouvel agencement de pouvoir. Mais si on regarde précisément comment s'est opéré ce tournant, on s'aperçoit que ce qu'il y a eu à chaque fois, et peut-être notre époque est une chance, je pense à la dernière table ronde de ce point de vue-là, et non pas un moment d'effondrement, à chaque fois, il y a eu toujours dans les moments de subversion du lien social tel qu'il existe, ce qu'on nomme à chaque fois dans notre histoire la tradition, comment les choses doivent être, on a l'impression qu'il n'y a plus d'histoire, tout va bien, il y a eu à chaque fois des ouvertures qui ont permis en particulier à la folie de s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe avec la Révolution française? Se pose la question du statut des fous, car le statut des fous sous l'Ancien Régime, c'était pas si heureux ou joyeux que Foucault a pu le dire. En plus, suivant les périodes de l'histoire, ce statut a varié. Qu'est-ce qui se passe? Pinel
à qui on attribue l'acte de Poussin de faire chuter les chaînes des aliénés. Il invente le traitement moral. Houry, je vous rappelle, considérait que c'était le début de la psychothérapie institutionnelle, sauf que ça n'a pas duré. Si vous regardez le cas du tailleur d'habits dans Pinel, vous verrez que c'était formidable. Sauf que tout de suite après, il y a Esquirol. Et qu'est-ce que Esquirol réintroduit? La notion d'autorité du médecin sur le patient. Et tout de suite après, je crois que c'est Baillarger, j'ai oublié, on passe au gouvernement des âmes. Ce qui fait que la psychiatrie du XIXe siècle était une formidable observatrice, il faut la lire, et bien sûr, je suis pour, mais il ne faut pas lui prêter ce qui n'y était pas. Je me souviens de mon patron d'internat, de mes maîtres d'internat, quelqu'un qu'il faudrait continuer à relire, qui était Étienne Trillat, qui revenait d'un congrès, puisqu'il dirigeait l'évolution psychiatrique, d'un congrès de l'évolution psychiatrique, absolument furieux, parce qu'il avait entendu un collègue dire qu'au moins au XIXe siècle, la psychiatrie classique écoutait les fous. Pas du tout. Et il a écrit un article remarquable que je vous recommande, qui s'appelle « La constitution du tableau clinique ». On observait les fous pour constituer le tableau clinique parfait. Moi, j'ai eu des cas comme ça. Voilà. Donc, il ne faut pas... Voilà. La psychiatrie, c'était ça. Et du côté de la psychanalyse, là aussi, il ne faut pas oublier que les psychanalystes gaussaient dans les années 50-60, la psychanalyse était une pratique asociale. On peut se poser la question de savoir si cette pratique qui s'est voulue asociale n'était pas rattrapée et considérée la dérive américaine, l'American Way of Life, non pas comme un défaut, une déviation à corriger, mais comme un symptôme de quelque chose qui guette toujours la psychanalyse. C'est pour ça que la psychanalyse est une théorie impure. Elle est toujours prise pour partie dans les préjugés de l'époque de l'analyste qui théorise. Et qu'au fond, c'est comme cela que je comprends l'injonction de réinvention de Lacan, et non pas l'idée qu'il faut fétichiser les concepts qui ont été avancés, parce que effectivement, on bute sur des butées qui sont à la fois subjectives et individuelles du théoricien qui témoigne dans sa théorie de la façon dont a cheminé son analyse, mais aussi de ses propres impasses qui sont liées à des situations sociales, etc. Je renvoie l'impasse ou la difficulté de Freud avec la question des femmes à l'échange de lettres qu'il a avec sa femme quand elle lui propose de faire avec lui un couple comparable à celui de John Stuart Mill et de sa femme, qui étaient tous les deux philosophes et qui ont écrit des textes très féministes à l'époque, d'autant que Freud connaissait bien Mill, puisqu'il l'avait traduit pendant son service militaire. Et il répond à sa femme, pas du tout, moi je ne suis pas dans ce genre-là, les rôles féminins et masculins, voilà. Il ferme la... Donc, voilà, c'est un élément tout à fait important. Nous sommes dans c'est très difficile de dire, puisque cette question de la réinvention me paraît essentielle. Nous sommes dans une grande période de transition, une révolution comparable à la révolution industrielle, aux deux révolutions industrielles. Et cette période de transition, elle produit effectivement, comme à chaque fois, dans tous ces moments de transition, un émiettement du lien social. On pourrait... ce qu'on a vu... Dans les années 50-60, grande décolonisation, on n'imagine pas, pour quelqu'un de ma génération, je peux en témoigner, le fractionnement entre les générations et l'émiettement du lien social. On s'engueulait partout, avec nos parents, avec les amis des parents. Enfin, je veux dire, les idéologies étaient extraordinairement tendues et contradictoires et très complexes. On est dans ce moment-là et il faut pouvoir l'interroger. Or, il me semble qu'à chaque fois, le fou, la folie émerge et est interrogeable à ce moment-là. Sinon, on tente, et c'est le mode d'aujourd'hui, de l'invisibiliser. Les fous, on ne doit pas les voir. Ils émergent à ce moment-là, comme les SDF, je trouve tout à fait juste. Sauf que là aussi, il faut tenir compte des différences de culture. Les SDF, il y a eu un cri d'alarme de Xavier Emmanueli il y a quelques années, qui après 15 ans ou 20 ans de fonctionnement du SAMU social a dit maintenant, nous, les patients qu'on trouve dans la rue, on ne peut plus s'en occuper parce que la moitié sont des psychotiques hors asile, ce qui n'était pas le cas au début. Voilà, donc ces questions du déchet du lien social, qui sont les symptômes de l'inclusion moderne, qui est un mot d'ordre, mais l'inclusion moderne, c'est juste une façon de ne plus en parler. Voilà, que véritablement, c'est cet effacement-là qu'il faut traiter. Et je trouve qu'aujourd'hui, parce que je me fais, moi, aucun souci quant au rétablissement de l'autorité. Je pense qu'on est dans une machine, on le voit, avec une ambiance très néo-calviniste, une machine de normalisation en ce moment qui va aller bien plus loin que ce qu'on a pu connaître jusque-là. C'est-à-dire que... Voilà. Et je pense véritablement que nous devons
attraper ce moment d'émergence de la question que pose la folie et qui est une question insoluble aussi bien pour les neurosciences que finalement, au bout du compte, pour la psychanalyse, qui ne peut pas en rendre compte de façon totale. Et je voulais revenir à la question qui termine la dernière table ronde. Un neuroscientifique qui est un vrai scientifique, il inclut l'idée de l'incomplétude de la science. Il inclut l'idée qu'il n'y a pas plus de complétude. Il serait bien que les psychanalystes balayent devant leur porte et qu'ils n'aient pas le sentiment qu'avec les outils théoriques, ils ont absolument réponse à tout. Ce qui est un peu le problème aujourd'hui, une position sur tout. Je trouve qu'il y a là une difficulté et que les psychanalystes devraient se poser la question de leur responsabilité dans la rupture du dialogue avec la psychiatrie et la psychologie clinique. Parce qu'il me semble qu'il y a là un véritable problème. En d'autres termes, ce à quoi nous sommes convoqués, puisqu'on avait parlé de Maud Manoni remarquablement bien tout à l'heure, c'était un mot que Manoni avait produit et que je crois que Lacan avait repris d'ailleurs. Elle nous convient à une véritable politique de la psychanalyse. C'est-à-dire non pas que la psychanalyse vienne orienter la politique, pas du tout, mais qu'il y ait une question sur la psychanalyse dans sa position à l'intérieur du lien social et pour les psychanalystes, qui est une question que nous ne devons pas occulter. Je trouve que les 2 journées ont montré que cet axe, cet engagement était possible. On n'a ni tenté d'unifier, ni de lisser les différences, etc. On a eu beaucoup de travaux de réflexion, et je trouve que c'était tout à fait remarquable. Je voudrais, pour ma part, remercier tous les intervenants, parce que... pour la psychanalyse, en psychiatrie, quand elle était dans le moment dominant, combien de services où la psychanalyse avait été introduite ont interrogé le statut même de la psychiatrie à l'intérieur du lien social. Dans beaucoup de services où je suis passé, pour ma part, le psychanalyse, c'était un outil de discussion dans les réunions de synthèse, mais on ne remettait rien en question de la façon dont on se raisonnait l'ensemble de la psychiatrie. Une vraie question. Voilà, donc on ne doit pas oublier ça. Je trouve que cette question de politique de la psychanalyse remise à l'ordre du jour, il me semble que nous l'avons commencé ces deux jours, et que c'est un effort qu'il faut poursuivre. Je remercierai tous les organisateurs, bien évidemment, et les différentes institutions. Je voudrais quand même remercier plus précisément et plus particulièrement, bien sûr, Céline, qui n'est pas là, mais qui a fait un travail considérable, et surtout Yorgos, qui s'est dépensé sans compter le travail de Yorgos pour pouvoir ajuster les positions un peu dispersées des membres du comité d'organisation à chaque fois, a été quand même un effort absolument remarquable. Merci.